Le bon gras et le mauvais gras, un faux ou un tox? Eh bien, je peux vous le confirmer tout de suite, il existe effectivement des lipides qui ont un effet néfaste sur l'organisme et qui sont à éviter, et à l'inverse, il y a une catégorie de lipides qui sont connus pour leurs vertus sur la santé. Mais alors, qu'est-ce qui caractérise ce bon gras? Pourquoi est-il recherché et est-il absolument nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme? Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Fabrice. Je suis professionnel de santé et en cours de formation dans le domaine de la micronutrition. Sur cette chaîne, on explore les stratégies de micronutrition et les outils de santé fonctionnelle qui vont nous permettre de vivre plus heureux, plus longtemps et surtout en meilleure forme. Dans cette vidéo, je vous propose donc de nous plonger dans l'univers du gras. Premièrement, on va essayer de comprendre ce qu'est un acide gras et quel rôle il joue dans notre corps. Ensuite, on va voir parmi les différents acides gras qui existent, quel est celui qui est le plus recherché pour optimiser les grandes fonctions de notre organisme. Enfin, on finira par voir ensemble quelles sont les stratégies et les conseils concrets que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer votre état de santé. Pour commencer, on va s'armer de quelques connaissances pour comprendre quels sont les différents rôles que peuvent jouer le gras sur l'organisme. Déjà, vous savez qu'en nutrition, tout ce qui est matière grasse, on le range dans la catégorie des lipides. Nous, on va s'intéresser plus précisément à une famille en particulier des lipides que sont les acides gras. Dans cette vidéo, je vais donc volontairement exclure toutes les autres catégories des lipides comme le cholestérol, les triglycérides et autres pour ne vous parler que des acides gras. Ces acides gras, on va les étudier car ils sont à la base des mécanismes du vivant. En les regardant de près, on s'aperçoit qu'ils sont composés de deux parties, une tête et une queue. La tête de l'acide gras, c'est un groupement moléculaire qui a la particularité d'être attiré par l'eau. On dit que cette tête est hydrophile. Elle a une affinité pour se lier avec l'eau. La queue de l'acide gras, quant à elle, c'est une longue chaîne carbonée, c'est-à-dire une suite d'atomes de carbone liés entre eux. Celle-ci va plutôt avoir tendance à repousser l'eau. On dit donc de cette queue qu'elle est hydrophobe. C'est à cause de cette queue hydrophobe qui repousse l'eau que le gras ne pourra jamais se mélanger dans l'eau. On dit que le gras et l'eau ne sont pas miscibles. Si vous versez un peu d'huile dans un verre d'eau, ils ne vont pas former une solution homogène, mais plutôt un mélange hétérogène. Vous pourrez alors observer distinctement une fine couche de gras qui se déposera à la surface, puisque le gras est moins dense que l'eau. Même si j'essaye de mélanger et de secouer ma préparation, le gras va toujours se réorganiser en fines gouttelettes sans jamais se mélanger vraiment avec l'eau. On appelle ça une émulsion. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est comme ça qu'on fait de la mayonnaise. On fouette l'huile parmi les autres ingrédients pour faire plein de petites gouttelettes jusqu'à obtenir la fameuse émulsion. Alors je vous avais dit que les acides gras sont à la base des mécanismes du vivant. Vous allez comprendre. Si on regarde de plus près notre gouttelette en suspension dans l'eau, on peut voir ceci. Ça s'appelle une micelle. Vous voyez, toutes les queues hydrophobes qui n'aiment pas l'eau se regroupent à l'intérieur, donc à l'abri de l'eau, et à l'inverse, toutes les têtes hydrophiles qui ont une affinité pour l'eau sont, elles, orientées vers l'extérieur. Alors à l'extérieur, ça peut être de l'eau, ou bien un milieu composé d'eau, on appelle ça un milieu aqueux. Alors cette micelle, elle vous fait pas penser à quelque chose? On commence à y voir des similitudes avec une cellule, non? En fait, cette faculté qu'ont les acides gras à s'organiser dans un milieu aqueux est fascinante. Regardez ici, les forces en jeu sont les mêmes. Voilà une autre organisation possible de nos acides gras. Les têtes vers l'extérieur, donc le milieu aqueux, et les queues ensemble à l'intérieur puisqu'elles n'aiment pas l'eau. Ces deux couches de lipides l'une sur l'autre, eh bien on appelle ça une bicouche lipidique. Eh bien, tenez-vous bien, cette bicouche lipidique, c'est comme ça qu'est faite la membrane de nos cellules. Regardez, quand on met cette bicouche lipidique en forme de cercle, on obtient ceci. Et là, cette fois, on a notre cellule. Et oui, les dizaines de milliers de cellules qui composent notre corps humain sont toutes faites avec des bicouches lipidiques qui les protègent du milieu extérieur et qu'on appelle une membrane cellulaire. Cette bicouche lipidique est donc la membrane qui permet à nos cellules d'exister en isolant le milieu extérieur du milieu intérieur. Et ça, c'est à la base de la vie. Bon là, à ce stade, j'espère que vous avez déjà compris qu'il fallait que vous mangiez ces fameux acides gras. Parce que si vous mangez 0 gras, quelle qu'en soit la raison, eh bien vous n'aurez tout simplement pas les matériaux de construction nécessaires pour fabriquer la bicouche lipidique de vos membranes cellulaires
qui représente quand même 50% du poids sec de nos cellules. Et si vous pensez que nos membranes cellulaires sont déjà toutes constituées, eh bien détrompez-vous et sachez que le corps renouvelle énormément de nos cellules chaque jour. Par exemple, les cellules de notre paroi intestinale sont totalement renouvelées en 48 heures. Ça en fait des membranes à produire. Alors dans les personnes à risque, je pense notamment à certains profils, comme par exemple les jeunes sportifs des disciplines comme le patinage ou bien la gymnastique, qui se soumettent elles-mêmes ou sont malheureusement soumis par leur entourage à un régime très strict sans gras. Bannir le gras de son alimentation conduit à un déséquilibre et à une carence en certains acides gras, qui déjà peuvent être un véritable frein à la performance sportive dans un premier temps, puis peut aboutir à l'expression de pathologies parfois bien à distance si la carence n'a jamais été prise en charge. Le problème, c'est que le gras est bien trop souvent perçu comme du substrat énergétique, c'est-à-dire comme du carburant pour que nos cellules puissent produire de l'énergie. Et à ce titre, il a été décrit comme mauvais parce qu'il renferme énormément de calories. C'est-à-dire qu'avec peu de gras, on va avoir beaucoup de calories et donc on va pouvoir faire beaucoup d'énergie. Également, comme ce gras peut concentrer beaucoup de calories, eh bien c'est sous cette forme que le corps stocke l'énergie. Le lien est trop vite fait, gras égale gros. Si vous voulez comprendre comment débunker cette idée reçue et savoir quel est l'élément qui est véritablement à l'origine de la prise de poids, eh bien je vous conseille de regarder ma vidéo sur le sujet. Grâce aux notions que nous venons de voir, nous comprenons bien qu'il faut manger du gras, puisque le gras n'est pas seulement un moyen de fabriquer de l'énergie pour le corps, mais est aussi un matériau de construction de base pour nos cellules. Pour illustrer, on peut faire le parallèle avec le bois pour l'homme. Le bois peut être découpé en bûches pour alimenter le feu et réchauffer la maison, mais il peut aussi être découpé en planches pour servir de matériau de construction et construire la maison elle-même. Bon, et bien le gras, c'est pareil, c'est à la fois un substrat énergétique et un élément constitutif de la membrane cellulaire. Alors on pourrait se poser la question, moi si je veux être en meilleure santé possible, quels sont les acides gras que je dois consommer préférentiellement pour avoir des membranes de la meilleure qualité possible? Parce que oui, ce n'est pas parce que j'ai dit qu'il fallait manger du gras pour bien fabriquer nos membranes qu'il faut se lâcher sur la friture et le magret de canard, ça serait trop facile. Pour savoir quels sont les acides gras qui vont être les meilleurs pour constituer nos membranes, eh bien il va falloir s'intéresser à la queue hydrophobe des acides gras. On va prendre un acide gras tel qu'il est représenté par la convention quand on travaille en chimie organique. Voilà notre acide gras. Celui-là, c'est l'acide myristique, un acide gras qu'on retrouve dans le lait de vache ou l'huile de coco par exemple. On retrouve un groupement d'atomes, ici à droite, c'est la tête hydrophile. Et à gauche, de ce côté-là, c'est la queue hydrophobe. Cette queue, c'est une longue chaîne carbonée, c'est-à-dire une suite d'atomes de carbone liés les uns aux autres. Chaque angle représente un atome de carbone. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces atomes de carbone ont envie de faire 4 liaisons, c'est-à-dire qu'ils veulent partager un électron avec 4 atomes voisins. Alors dans le cas de l'acide myristique, eh bien chaque atome de carbone se lie avec le carbone d'avant dans la chaîne, celui d'après et 2 atomes d'hydrogène. Alors par convention, on ne représente pas ces derniers pour pouvoir alléger le schéma. Lorsque l'acide gras a une queue qui est une chaîne carbonée de cette sorte, eh bien on l'appelle un acide gras saturé. On peut modéliser cette structure en 3D et cela donne ceci. Ici, c'est donc toujours notre acide myristique. Les atomes d'oxygène sont représentés par les boules rouges, les boules noires, c'est les atomes de carbone, et les petites boules blanches, c'est les atomes d'hydrogène. Là où ça devient intéressant, c'est quand on commence à faire le lien entre la composition d'un acide gras et ses propriétés physiques. En fait, il faut savoir qu'un acide gras saturé, comme l'acide myristique, a une structure moléculaire qui est linéaire et rigide. Donc par conséquent, si c'est ce type d'acide gras qui est le plus représenté dans mes membranes, eh bien je vais avoir des membranes cellulaires qui vont être rigides et peu déformables. Et ça, on le verra tout à l'heure, mais bon, c'est vraiment pas l'idéal pour nos cellules. Alors voici notre grand champion, l'acide gras saturé le plus rigide de tous. C'est l'acide palmitique. On le trouve par exemple dans l'huile de palme de nos pâtes à tartiner ou bien dans la graisse de canard. Eh bien c'est sans surprise qu'on apprend qu'une consommation excessive d'acide palmitique augmente le risque de pathologies cardiovasculaires. Alors on peut se représenter ce phénomène en imaginant nos globules rouges. Quand nos globules rouges ont besoin de passer dans les tout petits capillaires sanguins terminaux pour aller irriguer nos tissus, et que ces capillaires ont un diamètre plus petit que les globules rouges eux-mêmes, eh bien ils ont intérêt à être vraiment très souples et déformables, nos globules rouges,
pour pouvoir se faufiler à travers ces capillaires sans faire un bouchon. Donc avoir des membranes cellulaires rigides nuit au bon fonctionnement de notre circulation sanguine et de notre système cardiovasculaire en général. Alors le fait d'être très rigide comme ça, heureusement, ce n'est pas le cas de tous les acides gras. Si on reprend la structure de notre queue hydrophobe, on observe que parfois, un atome de carbone de la chaîne, qui est lié au carbone d'avant et au carbone d'après, ne va se lier qu'avec un seul atome d'hydrogène au lieu de deux, et va faire sa quatrième liaison avec l'atome de carbone suivant dans la chaîne. Et ça s'appelle une double liaison. On l'appelle aussi une insaturation. On le représente avec une double barre, comme ici dans l'acide oléique, qui compose en grande majorité notre huile d'olive. L'acide oléique a donc une seule insaturation, on dit qu'il est mono-insaturé. Ce qui est intéressant, c'est que si l'on s'amuse à compter sur quel atome de carbone se fait la double liaison, donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc le 9e carbone, eh bien cela nous donne sa famille. L'acide oléique, c'est donc un acide gras monoinsaturé de la famille des oméga 9. Ce qui est fondamental à comprendre avec ces doubles liaisons ou insaturations, eh bien c'est qu'elles changent la structure tridimensionnelle de la molécule. Vous avez remarqué qu'ici, à l'endroit de l'insaturation, eh bien la molécule forme un coude. Il en résulte une structure non pas linéaire et rigide, comme pour les acides gras saturés, mais une structure qui va être coudée, et donc beaucoup plus souple et déformable. Ici encore, voici donc l'acide oléique en 3D. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir ces acides gras insaturés avec leur structure moléculaire coudée? Eh bien, leur taux de représentation dans le corps va complètement changer la nature de nos membranes cellulaires. Si je fabrique une bicouche lipidique pour faire les membranes de mes cellules, mais que j'utilise des acides gras qui sont saturés, eh bien je vais avoir des membranes de mes cellules qui vont être rigides. Je vais avoir des cellules qui vont être très peu déformables, très peu souples. Alors que si j'ai dans mon assiette des apports d'acides gras insaturés, eh bien je vais pouvoir fabriquer des membranes cellulaires qui vont être beaucoup plus souples, fluides, et donc je vais avoir des cellules déformables. Et ça, c'est absolument fondamental pour être en bonne santé. Il nous faut une bonne fluidité membranaire, car c'est grâce à des membranes fluides que nos cellules vont être bien souples et donc remplir leurs fonctions au mieux. Alors je pourrais vous parler des heures pour vous faire les liens entre bonne fluidité membranaire et fonctionnement optimal de notre organisme. Mais pour faciliter les choses, je vais vous donner l'exemple le plus important. En fait, la fluidité membranaire, c'est surtout ce qui nous permet de faire circuler les micronutriments et les nutriments dans nos cellules. Imaginez que vous êtes devant chez vous. Vous voulez rentrer chez vous parce que vous avez plein de choses à y faire. Bon, et bien pour rentrer, vous faites comment? Vous passez par la porte. Une porte, c'est un bout de mur qui se déforme momentanément pour vous laisser le passage. Eh bien, je vulgarise, mais on peut se représenter que pour les micronutriments, c'est un petit peu pareil. Il faut que la paroi de nos cellules soit souple et déformable pour que les nutriments puissent passer à l'intérieur. Alors partout dans le corps, nous avons besoin de faire circuler les éléments dans et à l'extérieur de nos cellules. C'est le cas pour le micronutriment dans notre tube digestif que vous venez de manger et qui doit maintenant être absorbé par les cellules dans notre intestin. Un autre exemple, c'est celui des hormones dans notre corps, qui vont devoir rentrer à l'intérieur des cellules pour y porter un message. Dernier exemple, et c'est sans doute le plus parlant, eh bien l'endroit où on fait le plus circuler les éléments dans les cellules, eh bien c'est dans notre cerveau. Les neurotransmetteurs doivent y passer d'un neurone à un autre via la synapse pour faire circuler l'information dans notre cerveau. Et ça se passe constamment et à une vitesse folle. Voilà les quelques exemples, mais la liste est loin d'être exhaustive. Retenez que c'est absolument tout le temps que des éléments diffusent, entrent et sortent des cellules pour faire fonctionner votre organisme. Et pour faire tout ça, eh bien plus les membranes sont fluides et mieux ça se passe. Alors on arrive à la partie que vous attendez tous. Comment avoir des membranes cellulaires les plus fluides possibles? Que faut-il inclure dans son alimentation pour optimiser les performances de nos cellules, c'est-à-dire mieux absorber les nutriments que vous mangez, améliorer vos performances physiques ou encore améliorer votre efficacité et vos capacités mentales? Eh bien on va mettre en application ce qu'on a vu tout à l'heure et on va aller chercher ensemble quels sont les acides gras qui sont le plus insaturés, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de double liaison, pour pouvoir avoir des membranes cellulaires qui sont super fluides. Regardez ici, celui-là il a 3 doubles liaisons. C'est l'acide alpha-linolénique. On dit qu'il est polyinsaturé. Lui déjà c'est un acide gras essentiel, c'est-à-dire qu'il faut absolument l'apporter par l'assiette puisque le corps ne sait pas le synthétiser tout seul. Si on regarde sur quel atome de carbone se fait la première double liaison,
Eh bien, on constate que c'est sur le troisième. C'est donc un oméga 3. Retenez bien le nom de cette famille car c'est la plus importante. C'est elle qui va donner les acides gras les plus fluides et les plus insaturés. Regardez ce que ça donne en 3D. Il est complètement replié sur lui-même et il va contribuer énormément à la fluidité membranaire. C'est globalement le cas de tous les oméga 3 qui sont très fluides et vont tous contribuer énormément à la fluidité membranaire. Eh bien, figurez-vous que la littérature scientifique met en avant le fait qu'une consommation régulière d'acide alpha-linolénique réduit le risque de pathologie cardiovasculaire. Et c'est assez logique quand vous repensez à notre histoire des globules rouges qui ont besoin d'être très fluides pour bien se déformer, pour circuler dans les tout petits capillaires sanguins sans faire de bouchons. Donc diminuez votre risque cardiovasculaire en consommant des produits très riches en acide alpha-linolénique et autres oméga 3. On les trouvera dans les graines suivantes et donc en grande concentration dans leurs huiles, donc l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de noix et l'huile de colza. On le trouve aussi dans les graines de chia. Alors on va continuer à faire des liens. Regardez ici, bam! Il y a tellement d'insaturation. C'est l'acide eicosapentaénoïque. Bon voilà, je le dirai qu'une fois. Pour simplifier, on va dire c'est l'EPA. Regardez, toutes ces insaturations font qu'il est méga replié sur lui-même. Il est hyper souple, ça en fait un champion de la fluidité membranaire. Allez, un petit dernier pour finir, le DHA. Lui, il est bourré d'insaturation. C'est pareil, c'est un super champion de la fluidité membranaire. Son petit nom commun à lui, c'est l'acide cervonique, car c'est l'oméga 3 le plus représenté dans notre cerveau. Alors l'EPA et le DHA, ce sont des acides gras insaturés de la famille des oméga 3 qui ont des propriétés sur l'organisme absolument formidables. Vous comprenez maintenant pourquoi, et dans la littérature scientifique, on trouve des liens solides avec des effets positifs sur les maladies chroniques, comme l'obésité, le diabète, le cancer, l'arthrite, l'asthme et les maladies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires, mais aussi sur la santé mentale, avec des effets positifs sur la dépression et autres pathologies psychiatriques. Malheureusement, aujourd'hui, les populations des pays occidentaux sont très carencées en oméga 3, et c'est un des éléments qui fait aujourd'hui le lit des pathologies dites de civilisation. Alors où peut-on trouver ces précieux EPA et DHA? On les trouve dans les produits de la mer et surtout dans les poissons gras. Vous comprenez maintenant pourquoi on dit que le poisson est bon pour le cerveau. Donc il est recommandé d'avoir une consommation régulière de poissons gras comme le saumon, mais aussi le hareng, les sardines, les maquereaux, le foie de morue, le thon, la truite, etc., etc. Le mieux est de les consommer frais, car la transformation et la conservation peuvent appauvrir la teneur en EPA et DHA de ces aliments. Toutefois, ces derniers sont assez pratiques à avoir chez soi en boîte pour les jours où vous n'avez pas le temps de cuisiner. On peut très facilement les intégrer à un plat chaud ou à une salade l'été pour faire le plein d'oméga 3. On peut aussi trouver l'EPA et DHA sous forme d'huile, avec la célèbre huile de foie de morue, mais aussi l'huile de krill et autres. On les trouve également à plus faible dose, mais ils sont quand même présents dans certains fruits de mer, comme les huîtres, les moules, les crustacés, etc. Également, il faut savoir aussi qu'on peut les trouver dans le règne végétal, dans certaines algues marines ainsi que leurs huiles. Nous arrivons au terme de notre voyage en parlant de ces deux éléments qui sont constitutifs de notre cerveau. Notre périple micronutritionnel nous a donc emmené très loin de la vision calorique que peut renfermer l'acide gras. Les calories contenues dans l'EPA et le DHA, nous on s'en fiche complètement. Ils ne sont surtout pas considérés comme des substrats énergétiques, mais bien des matériaux de construction. Le corps n'en a pas besoin pour faire de l'énergie, mais c'est avec ces deux éléments qu'il va fabriquer et entretenir votre cerveau. Maintenant, vous avez compris ce que l'on appelle le bon gras. Ce sont les aliments gras riches en acides gras insaturés et polyinsaturés, tout particulièrement la famille des oméga 3, avec en chef de file l'EPA et le DHA. Alors maintenant mes amis, il ne reste plus qu'à mettre tout ça en application. Pour garantir des apports réguliers en oméga 3 tous les jours, veillez à consommer entre 2 et 4 cuillères à soupe d'huile riche en oméga 3. On a cité tout à l'heure l'huile de lin, de noix, de colza ou de cameline. Alors attention, pour ne pas détruire les oméga 3, il faudra absolument consommer ces huiles de manière crue et ne surtout pas les utiliser en huile de cuisson, puisque l'élévation de la température va venir détruire les fameuses doubles liaisons qui font que ces acides gras sont des oméga 3. C'est pour cela aussi que je vous conseille de consommer des huiles de la plus grande qualité possible, issues de première pression à froid, car là aussi, certains procédés d'extraction peuvent venir détruire nos insaturations et donc appauvrir nos oméga 3. Alors tous les jours, ajoutez également une consommation régulière de graines et d'oléagineux. Ces derniers sont aussi appelés les fruits secs. On pense aux différentes noix, les noisettes, les amandes, etc. Vous avez peut-être entendu que ces oléagineux étaient très gras, et c'est exact, il s'agit pour la majorité d'acides gras insaturés.
Ils sont importants à consommer quotidiennement dans le cadre d'une alimentation santé, puisqu'ils sont également très riches en vitamines, minéraux et autres micronutriments. En plus de ça, veillez à consommer 2 fois par semaine du poisson et des produits de la mer pour aller chercher vos précieux EPA et DHA, qui sont les acides gras de la famille des oméga 3 les plus insaturés et donc les plus souples de tous. Il faut savoir aussi que les aliments de la mer sont aussi riches en plein d'autres micronutriments que je n'ai pas cités aujourd'hui, et donc à ce titre ils sont de véritables piliers de l'alimentation santé. Allez, maintenant c'est à vous de jouer. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine.